j'ai une très grosse, base avec des dizaines de milliers de records, et beaucoup de calls API en permanence, ce qui fait qu'en fait, l'API est un peu saturée, on a en permanence des timeouts sur Airtable. Ça me posait un souci, notamment, par exemple, prenons un cas simple de je cherche un certain nombre de records sur Airtable, et derrière, je les update selon une certaine logique. Donc, je récupère et je date un record, etc. en boucle. Et ça, forcément, ça fait beaucoup d'opérations Airtable. Et au bout d'un moment, ça déclenche des timeouts. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est ajouter des sleeps. Donc, sleep, c'est mettre en pause pendant une certaine durée sur Make. Donc, si je fais update sur Airtable, puis une pause d'une seconde, tout de suite, ça aère beaucoup les calls, mais finalement, c'est pas hyper satisfaisant parce que ça double le nombre d'opérations et ça fait un scénario qui dure très longtemps. Donc, ce que j'ai fait assez récemment, c'est que je suis passé aux opérations en bulk. Donc, Airtable permet de faire des opérations en masse sur des records. On peut créer plusieurs records d'un coup, on peut updater plusieurs records d'un coup. Le souci, c'est que Make ne le supporte pas, il n'y a pas de module dédié pour ça. Donc, il faut en fait coder le comportement de ce call API, ce qui n'est pas si difficile que ça et qui a en fait pas mal d'avantages, donc c'est ça que je vais développer un peu. Juste, regarde, ce que tu nous présentes à l'écran, là, Ouais. avec des slips qui s'enchaînent, tu l'as fait ça en 3 minutes tout à juste avant ou... Non, je vais expliquer après pourquoi. Mais oui, je sais pas pourquoi je montre ça tout de suite, ça c'est la version finale. Okay. En fait, là pour l'instant, j'en suis Plusieurs ici. slips, plusieurs slips. Mon update, au lieu d'avoir update sleep, je vais avoir un text aggregator qui ressemble à ça. Donc en fait, mon text aggregator se base sur mon module search records. Ouais, ouais. Comme séparateur, je mets une virgule parce qu'on va faire du JSON. Ouais. Et dans le détail, en fait, la syntaxe est assez simple. C'est entre... comment on appelle ça? Je ne me souviens plus comment ça s'appelle ce signe. C'est pas des parenthèses, c'est pas des crochets, c'est des accolades. Entre accolades, on a un objet fields qui va contenir tous les champs qu'on veut mettre à jour et un champ ID qui contient l'ID du record qu'on veut mettre à jour. Donc là, j'ai juste à dire, je veux mettre à jour mon champ mise à jour prix marché. Voilà la valeur que je veux donner, donc je mets un format date pour que ce soit au bon format. Et là, ça va updater tous mes records avec ces ID-là, avec cette valeur-là. Donc ça permet d'updater en masse plusieurs objets. C'est très pratique parce que ça fait économiser des opérations make. Ça fait économiser des call API. Si vous avez une API Airtable qui est un peu surchargée, ça va largement l'alléger. Et en plus de ça, ça donne plus de flexibilité sur les champs qu'on update. C'est vrai que les modules update record dans Airtable, ils sont un peu... c'est un peu figé, quoi. Si tu as 3 champs avec des noms presque identiques et tu veux, selon les cas de figure, updater l'un ou l'autre, il va falloir mettre des conditions dans chacun de ces champs. Ici, tu peux mettre des conditions. En fait, selon telle condition, je vais ajouter tel champ dans mon JSON, ou alors je vais changer le nom du champ dans mon JSON, ou alors c'est les mêmes champs, mais un suffixe qui va changer, et du coup, je vais mettre une condition pour changer ce suffixe. Donc, ça donne beaucoup plus de flexibilité, déjà, pour gérer l'update. La principale Dire, différence... vive le code. Vas-y, dis-le, vive le code. C'est pas du code, c'est du JSON. Ce podcast, c'est pas possible, là. Il est proche de se marier avec l'ennemi, là. Et pourquoi tu fais un groupe by? Donc, la principale limitation des bulk operations sur Airtable, c'est qu'on est limité à 10 records. On ne peut pas créer plus de 10 records, on ne peut pas updater plus de 10 records. Donc, il faut les traiter 10 par 10. Alors, on pourrait se dire, je vais chercher uniquement 10 records, comme ça, je ne dépasse pas la limite. Mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'en traiter plus que ça. Et du coup, je vais grouper mes records par groupe de 10. Et pour ça, en fait, je crée un groupe by où je mets, en fait, bundle order position, donc l'index auquel on se situe, moins 1, divisé par 10, et je prends l'entier le plus bas, ce qui fait qu'en gros, ça va augmenter de 1 tous les 10. De 1 à 10, ça va valoir 0. Puis la dizaine supérieure, ça vaudra 1, etc.
Et comme ça, même si je fais une search sur 100 records, il va me sortir 10 groupes de 10 que je vais pouvoir traiter derrière. Donc là, en fait, si j'ai 50 records, ce module make an API call, il va tourner 5 fois grâce justement à ce group by. Donc ça, c'est assez pratique pour économiser des opérations et des calls API. Et derrière, la configuration du make an API call, elle est très simple. Il faut juste mettre ici donc, l'identifiant de la base et de la table. Il faut bien utiliser un patch pour l'update, surtout pas un put parce que ça va supprimer tous les champs, enfin vider tous les champs qui ne sont pas contenus dans le call. Donc c'est vraiment un patch que vous voulez utiliser. Et là, c'est juste un objet records qui contient une liste qui contient le JSON qu'on a fait précédemment. Donc là, il n'y a vraiment rien qui change. En fait, c'est juste on reprend le contenu de notre text aggregator et c'est tout. Donc c'est assez simple. Et si on voulait créer des records au lieu de les updater, ce serait pareil, sauf qu'on ne mettrait pas l'ID ici, évidemment. Et au lieu d'un patch, ce serait un post. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre qui change. Et en fait, en faisant ça, ça nous donne un autre avantage, c'est que en maintenance, il n'y a vraiment que ce text aggregator à changer. Le contenu du API call, il ne va jamais changer. Du coup, ça me permet de gérer aussi les timeouts là-dessus. Parce que malgré ça, je peux avoir des timeouts. Alors, je peux me dire, bon, bah tant pis, je recommencerai plus tard, il va refaire la recherche, refaire as update. Mais en fait, je peux me dire, la valeur que je veux updater, elle est déjà en mémoire. Elle est déjà là, à l'issue de mon text aggregator. Ce que je peux faire, c'est mettre un error handler après mon module Airtable. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais après un error handler, il n'y a pas forcément que des break, ignore, etc. On peut aussi mettre des vrais modules Airtable. On peut etc. scénario en disant, s'il y a une erreur, voilà ce que je veux faire. Ouais. Ça peut être utile pour s'envoyer des notifications, etc. On peut dire, je vais m'envoyer une notification sur Slack, puis je fais un ignore, par exemple. Donc, je filtre bien cette erreur uniquement en cas d'erreur 500 ou de timeout. Évidemment, j'ai pas envie de réessayer si le problème c'est que mon JSON est mal formaté. Ça n'aurait aucun sens. Et de manière générale, c'est plutôt une bonne pratique, c'est que quand vous mettez des error handlers dans Make, mettez toujours un filtre, mettez toujours ça, c'est pour gérer tel type d'erreur. Parce que le problème, c'est que si vous mettez, si vous voyez une erreur un jour, que vous mettez un error handler pour la gérer, en fait, ce error handler, s'il n'est pas filtré, il va gérer toutes les erreurs à partir de là. Ouais, sauf si c'est par exemple envoyer un mail à telle personne, il y a une erreur, tu vois. Mais après, il y a des. Au début, ça va dépendre des cas de figure, ça va dépendre des erreurs, mais de manière générale, se dire, s'il y a une erreur, quelle qu'elle soit, je veux faire ça, c'est probablement pas ce qu'on veut faire. Parce que si on veut envoyer un mail, c'est quoi le souci? C'est que juste c'est l'erreur temporaire, ou c'est que l'adresse mail n'est pas renseignée, ou c'est que. Enfin, il y a plein de. Pour le début, ça peut être intéressant, et après, au fur et à mesure, d'affiner les types d'erreurs. Bah, le souci, en fait, c'est que justement. Ouais, je dirais le contraire. Si tu mets un filtre, tu peux affiner au fur et à mesure. Si tu mets pas de filtre, toutes les erreurs, elles vont être attrapées par ton error handler, et tu n'auras pas du tout conscience, justement, de la manière dont sont gérées tes erreurs. Donc j'ai envie de dire, justement, si tu veux affiner, mets un filtre. Parce que comme ça, tu maîtrises précisément, et à chaque nouvelle erreur, tu dis, ok, est-ce que j'étends mon filtre? Est-ce que je mets un routeur pour traiter différents cas de figure, différents cas d'erreur? Est-ce que je m'en fiche? Est-ce que je me dis, c'est pas grave, j'accepte qu'il y ait une erreur dans ce cas de figure? Et je le faisais pas au début, et en fait j'ai justement eu des problèmes avec ça, où je mettais, oh là, oui, non mais c'est pas grave, cette erreur-là, je vais mettre un ignore, et en fait ça améliorait toutes mes erreurs. Oui, là c'est sûr. Si vous avez un module, imaginons ChatGPT, qui vous fait beaucoup de timeout parce que API très demandé, etc. Vous vous dites, bon bah tant pis, je vais mettre un ignore dessus, quand il y a un timeout, c'est pas très grave. Demain, votre token expire, vous n'avez plus de crédit, etc., bah, vous ne serez pas au courant parce que ChatGPT renverra des erreurs en disant « Hey, t'as plus de crédit !» mais tu auras ton ignore qui tourne dessus, que tu as mis pour une raison totalement différente, mais qui va te traiter tes erreurs indépendamment de ce qui s'est vraiment passé. Donc, error handler, systématiquement un filtre, je pense que c'est plutôt une bonne pratique. Et du coup, ici, pourquoi j'ai mis tous ces slips? Parce que, en gros, il y a deux types d'erreurs dans Airtable qui me concernent là. C'est soit des timeouts, soit des erreurs 500. Les erreurs 500, elles peuvent durer un peu plus longtemps. Les timeouts, en général, ça se résout rapidement. Mais les erreurs 500, ça peut être un peu plus long.
Et le sleep maximum dans Make, c'est 300 secondes. Je trouve que c'est pas assez long, donc du coup, j'enchaîne 2 slips de 300 secondes. Et là, je recommence mon API call. Et en fait, je suis vraiment de la team ne jamais, jamais, jamais faire 2 fois la même chose. Ne jamais configurer 2 fois la même chose. Mais là, en fait, c'est pas le cas, parce que si je veux changer quoi que ce soit dans mon call API, c'est pas ici que j'irai changer. C'est dans mon text aggregator. Mon API call là, il ne changera jamais. Donc si j'avais un update record et que derrière je voulais changer, là, ça poserait un problème. Parce qu'il faudrait que je reconfigure un autre update record. Donc à chaque modification du scénario, il faut que je modifie 2 modules. Là, j'ai pas besoin, puisque c'est mon text aggregator qui porte vraiment la logique que je veux porter dans mon scénario. Et du coup, je peux sans souci refaire un API call, parce que c'est une coquille vide, quoi. Il contient juste le... Ça, c'est intéressant sur le fait que t'as pas besoin de... Tu peux changer qu'à un seul endroit et tous tes modules fonctionnent. Voilà. Et ça aussi, c'est un point vraiment important. Ne jamais mettre 2 fois une formule, par exemple. Si on a besoin de mettre 2 fois une formule dans un filtre d'abord, puis après dans un update record, il faut en faire une variable, même si ça coûte des opérations. Je trouve ça débile que Make facture des opérations pour définir, et encore plus débile pour lire des variables. Mais en attendant, c'est comme ça. Mais voilà, il y a des cas où c'est des scénarios qui consomment énormément, et mettre une variable, vraiment, ça coûte beaucoup trop cher. On va se dire, bon, tant pis. Mais dans la plupart des cas, ça ne posera pas vraiment de soucis. Donc, il ne faut pas faire cette économie d'une variable. Pour vraiment, justement, ne pas avoir à faire 2 fois la même chose, parce que sinon, toute modification doit être faite en double. Et forcément, il y a un moment où on oubliera de la faire en double, et ça va encore créer d'autres soucis, etc. Donc, faut faire attention là-dessus. Et bon, pour montrer un peu comment mon filtre fonctionne. Donc là, je veux filtrer les erreurs. Enfin, je veux que ça fonctionne uniquement sur les timeouts et les erreurs 500. Donc je mets... pourquoi equal to? C'est pas equal to que je veux, c'est contains. Je débug mes propres scénarios en live. Donc si mon message contient ça, alors à ce moment-là, je veux que ça fonctionne. Si ça contient operation timelapse aussi. Mais voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est en gros, ça peut paraître lourd. On se dit, il y a beaucoup de modules, etc. Mais en fait, pas tant que ça, parce que à maintenir, en vrai, il n'y a que ce module-là. Il n'y a que celui-là qui compte. Le reste, ça compte pas. C'est vrai que ça prend de la place, mais c'est pas très, très grave. Et le dernier slip, là-haut, c'est pourquoi? Il y a d'autres modules après? Le dernier... Non, c'est juste... puisque mon make, un API call, tourne plusieurs fois, je mets un petit slip de... Ah ouais, c'est pour l'après. Justement, parce que c'est sûr que... Enfin, j'ai vraiment littéralement divisé par 10 le nombre d'opérations sur ce scénario-là, en faisant ça, et puis en faisant un autre truc que je vais pas forcément avoir le temps de traiter aujourd'hui. Mais en attendant, il tourne quand même plusieurs fois, l'API reste toujours chargée, donc je mets des slips entre les différents calls. Ça évite aussi les erreurs. En tout cas, hyper intéressant. Moi, j'avais jamais utilisé les batch updates. Ouais, j'ai jamais eu besoin aussi. Non plus. Et en fait, ça fait pas longtemps. Moi, ça fait quelques mois que je les utilise. Je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Et en fait, en commençant à les utiliser, ça m'a ouvert des perspectives en disant, des fois, même s'il n'y a pas vraiment besoin de faire en masse des opérations, ça peut être utile. Même éventuellement pour updater un seul record, ça peut être intéressant pour justement avoir plus de flexibilité dans les champs. Bon, après, l'histoire de changer différents champs selon les situations, ça c'est sympa. Le fait de se dire que ton morceau de texte avec variable plus valeur, en fait, tu le mets dans des ifs, et donc tu décides laquelle tu vas mettre à jour. Ça, effectivement, c'est... Après, tu peux aussi mettre, quand tu updates, tu peux aussi mettre des ifs à l'intérieur de... Oui, mais là c'est du if. Là, l'idée, c'est qu'il veut choisir le champ qu'il va mettre à jour selon certaines conditions. Alors là, si tu utilises le module classique, tes if, tu vas devoir mettre un if dans chacun de tes champs. Encore une fois, c'est de la maintenance. Et mine de rien, en fait, je m'y retrouve beaucoup mieux dans un truc comme ça que dans un module update quand c'est dans les très grosses tables. Des tables qui ont plus de 100 champs, c'est horrible. Des modules update record, create record, faut scroller. T'es jamais totalement sûr de ne pas avoir loupé les trucs, parce que
les checkbox, franchement, c'est assez difficile de voir est-ce qu'elles sont cochées Oui, ou c'est pas vrai. cochées. C'est vrai, Il ouais, faut regarder spécifiquement. Enfin, c'est assez compliqué. Au moins, avec ça, bon, alors, c'est pas toujours ultra lisible, hein, on va pas se mentir. Et Il y a des alors, fois où j'ai ça fait j'ai- un j'ai- gros j'ai- JSON, j'ai mais une c'est plus question. simple quand même, je trouve. Comment tu actives avec un call API la fonction, comment ça s'appelle déjà Euh, comment tu actives? Attends, j'ai un trou là. Attends. Comment tu actives le Smart Link? Je sais pas, j'ai pas essayé. D'accord. Ok. Je sais pas si que ça existe ou pas. Parce Je ne que saurais pas dire. tu peux avoir envie de justement utiliser le Smart Link sur des Complètement, liaisons ou sur un single select, tu vois. Donc, est-ce complètement. qu'il y a un élément à mettre en plus? Il faut regarder dans la doc API, hein, ça va être. Euh, et après, moi, j'avais un dernier point, c'est sur la modularisation, donc le fait de découper des très gros scénarios en plusieurs parties. On voit régulièrement des gens qui, tout fiers, nous montrent leur scénario. Il y a 50 modules. Bon, bah, il n'y a pas de raison d'en être fier. C'est bien d'avoir réussi à le faire, mais l'étape suivante, c'est de réussir à le découper. Et en fait, ça Et se sinon, fait il y a pas. plein de couleurs. Il y a plein de couleurs. Et ça, tu l'oublies. De Les quoi? couleurs. Ça Les fait. couleurs, les couleurs. Il y a C'est vrai que plein de couleurs. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas faire des sapins de Noël si on n'a pas 50, Ah, 50 voilà. modules, par exemple. Ah. Effectivement. Moi, j'ai pas cette fibre artistique sur Make, j'avoue. Ah, voilà, c'est ça. Je suis pas comme toi, j'ai pas ce. Mais disons que la manière de découper les scénarios aussi sera hyper importante. Si on prend par exemple un scénario qui récupère une commande depuis Shopify, qui va créer la commande dans Airtable, puis qui va rechercher le produit correspondant en stock et attacher ce produit à la commande. En soi, on peut se dire c'est un scénario qui est simple. Il y a 4 étapes. Il n'y a pas forcément besoin de le couper. Mais en fait, on va avoir un souci. C'est s'il y a une erreur après la création. S'il y a une erreur après la création, potentiellement le scénario va retourner, va recréer la commande. Donc moi, ce que je fais en général dans ces cas-là, c'est que je mets une coupure justement après la création. Quand je crée un record, typiquement, je mets quasiment systématiquement une coupure juste après. Comme ça, je m'assure que on va jusqu'à la création et la suite se fait dans un autre scénario. Donc, Et est-ce s'il y que a une du erreur coup. s'il y a une erreur dans la suite, Pardon. on repart de ce scénario qui a déjà été créé dans la première partie. Enfin, on repart du record qui a été créé dans la première partie et on le récupère dans la deuxième partie. Donc, ça évite de créer des doublons. Désolée, ça peut bugger, mais en cours de route, ce que j'essaie de dire, c'est est-ce que du coup, enfin moi c'est ce que j'ai fait notamment pour la création de devis, où je génère déjà le devis et après je l'envoie pour signature, pour éviter que si ça se passe au niveau de l'envoi le problème, et ben je le régénère une deuxième fois. Ouais. Du coup, on est d'accord. Enfin moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je redéclenche depuis Airtable en fonction de certaines conditions. Ou est-ce que, enfin, du coup, toi, est-ce que tu redéclenches, tu vois, tu repasses par Airtable et tu refais un déclencheur depuis Airtable, ou est-ce que tu fais un déclencheur d'un scénario make à un scénario make? Dans le cas que j'ai... C'est une très bonne question. Effectivement, dans le cas que j'ai cité, la bonne pratique, tu as raison, ce serait de repasser par Airtable. C'est Airtable, une fois qu'une commande est créée, qui va déclencher le deuxième scénario, complètement. J'ai pris un cas fictif et sans y penser, mais tu as raison, ce serait la bonne manière Souvent, c'est ce de que je faire. fais. Et du coup, on se retrouve avec, on se retrouve avec, je trouve ça dommage dans Airtable que ce déclenchement Plein de scénarios instantané. avec des scripts. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, on se retrouve avec plein de scénarios avec des scripts qui déclenchent des énoncés make. Et tu vois, je trouve ça dommage, d'autant plus, tu vois, là, en faisant une déformation, que je me dis, waouh, mais une feature si utilisée, finalement, on doit mettre un script, tu vois. Oui, ça, je comprends pas trop. Ouais, c'est un peu ouf. Mais Mais je crois que sur Zapier, ils ont un déclencheur automatique et pas sur Make. Et, il y a moyen que qu'ils aient disait dû. Noam, je crois. Mais je trouve ça un peu fou que Make, c'est pas plus bougé, quoi. Oui. Ils ont pas de, c'est pas automatique, mais comme ils ont des calls toutes les minutes, bah, c'est comme si c'était automatique, quoi. Il me semblait qu'il y avait un instant, mais peut-être que c'est pas un vrai Il y webhook. a moyen qu'ils aient vraiment l'instantané avec un webhook qui a déclenché. Ok. Je sais plus exactement. Mais ouais, c'est effectivement. Enfin, si Airtable est la single source of truth, la source unique de vérité, à ce moment-là, effectivement, ça doit être déclenché au maximum depuis Airtable, tout ce qu'on peut. Donc, juste, on récupère
la commande, et puis après, c'est Airtable qui a la manœuvre, effectivement, c'est une bonne chose. Mais si tout se passe en dehors, à ce moment-là, on peut enchaîner des scénarios make avec un HTTP, webhook, etc. Mais c'est vrai que c'est Mais plutôt agréable d'avoir ça dans Airtable et de se dire que c'est facile, tu vois, de redéclencher depuis Airtable. Enfin, ouais. moi j'aime, enfin, je préfère à chaque fois avoir ces Ça étapes. fait un peu, ouais, ça fait un peu tour de contrôle, quoi. Et tu Ouais, maîtrises ce que tu lances. tu C'est vrai. maîtrises, tu peux, ben, tu sais, tu effaces la date pour relancer si Mm. c'est sur la date, tu réeffaces pour redéclencher. Parfois, voilà, parfois quand tu as des cas exceptionnels où finalement le devis, je sais pas, il faut pas qu'il soit envoyé parce que il a été communiqué par SMS. Bon, bref, parfois il y a des cas exceptionnels qui font que on ne doit pas déclencher comme d'habitude. J'en sais rien. Voilà, normalement, nous, typiquement, normalement, il est envoyé pour signature et après, normalement, il y a paiement. Eh bien, parfois, il y a certains clients qui ne payent pas avant, mais qui veulent quand même que le transport soit fait. Et donc, pour des gros clients comme ça un peu particuliers, bon, c'est agréable de pouvoir un peu piloter depuis Airtable, un peu sauter des étapes quand on veut, quand il y a des clients qui ne font pas le process dans l'ordre, quoi. C'est le gros avantage de la modularité, c'est qu'effectivement, on peut redéclencher les briques unitaires comme ça un peu au moment où c'est le plus pertinent. Je parlais de l'exemple de recherche en stock, on peut déclencher la recherche en stock quand on a une nouvelle commande, mais aussi quand, pour une raison ou pour une autre, on veut redéclencher une recherche en stock sur une commande déjà existante, etc. On peut utiliser ces petits bouts de briques. Alors que si on a juste un gros scénario qui fait tout, on va être tenté de recréer des bouts. Alors ça, il y a mon scénario qui crée tout, puis qui recherche en stock. Puis là, il y a le scénario qui recherche en stock quand il y a ces conditions, etc. Sauf que faire 2 fois la même chose, typiquement rechercher 2 fois en stock, c'est plutôt une mauvaise chose. Donc c'est un signe qu'il y a de la modularisation à faire, quoi. On est là pour optimiser les process, les gars. On n'est pas là pour discuter. Disons que c'est un métier où, quand ça marche, c'est un point de départ. Ça veut pas dire que ça marche, j'ai fini mon métier, mon boulot, ça marche, donc maintenant, il faut gérer les erreurs, il faut gérer les évolutions, il faut optimiser, c'est marrant. Ok, bon.